On est aux portes ce qu'on appelle les vignes de Nantes ou le vignoble nantais. Hein, il y a plusieurs noms, qui est un des vignobles en termes de cépages blancs les plus vastes de France. Donc, on est aujourd'hui sur le domaine 2 associés. Vincent qui se balade dans les vignes et qui va montrer sa tête un tout petit peu plus tard et moi-même. Et on travaille avec 2 personnes, Pascal et Martin. Pascal étant ancien vigneron qui a décidé de s'arrêter et de nous rejoindre dans l'équipe, qui est tout plein de grandes valeurs et ancien mécanicien. Donc, c'est un grand apport pour nous et on vous expliquera pourquoi derrière, parce qu'on est amené à fabriquer des outils pour tous nos changements de pratique agronomique. Donc, c'est un énorme avantage de l'avoir à nos côtés. Et puis, désormais, on a Martin qui était en apprentissage chez nous et qu'on a eu le plaisir d'embaucher au 1er mars, voilà, dans un contexte plutôt compliqué. Mais on a décidé de continuer notre plan et on s'est dit qu'on allait tenir bon. Donc, on a embauché Martin qui nous a rejoint dans l'équipe. C'est ça l'équipe, là, tu vois, à l'écran, là, Cécile? C'est ça. J'ai plutôt de l'équipe. Donc, tout à fait. Donc, Martin qui est tout à droite, qui est le tout nouveau, il n'a pas encore eu son bonnet, hein, donc voilà. Mais par contre, il a sa belle moustache. Donc, Martin, en fait, nous a rejoint parce qu'on est en conversion en agriculture biologique. Et donc, qui dit conversion dit changement de pratique et dit pratiques qui sont très gourmandes en ressources humaines. Et là-dessus, Vincent va en parler. Et donc, c'est pour ça qu'on a eu besoin de s'étoffer, sachant qu'on a donné à Martin une mission aussi bien particulière de travailler sur tout notre plan concernant la mise en place de pratiques, alors on va dire pratiques biodynamiques, mais pratiques d'utilisation des plantes en fait pour les traitements sur nos vignes. Donc c'est lui qui a cette responsabilité. Donc il nous a rejoint avec cette responsabilité. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on va vous présenter essentiellement notre projet en agroforesterie, qui est un projet unique dans la région. Unique par rapport à la taille, hein, on est sur 2 hectares et Vincent va vous montrer ça. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui effectivement plantent quelques arbres dans leur vigne, mais nous, on a eu la chance en fait de reprendre 2 hectares en friche sur lesquels on a travaillé pour concevoir tout ce projet. Donc en fait, l'unicité du projet est due au fait qu'on démarre tout en même temps, à la fois la plantation des arbres et la plantation de la vigne qui va avoir lieu dans quelques semaines, dans 3 semaines à peu près. Donc voilà, donc, là, je vais passer la main. Oui, excusez-moi. Ce qu'on voit à l'écran, là, Vincent qui est connecté, c'est les vignes. Est-ce qu'avant peut-être de parler du projet, on peut avoir une idée du domaine donc, en termes de surface, de cépage? Parce qu'il y a des gens qui viennent de nous rejoindre là. Je vois Laurie, bonsoir, qui s'est connectée. Donc, je vais passer la main à Vincent qui va vous parler du terroir, de la spécificité du terroir nantais. Et tout ça avec une vue paysage, comme ça va vous permettre de comprendre et en touchant la terre et la vigne également. Donc Vincent, c'est à toi. Bonsoir à tout le monde. Donc, bienvenue au Trois Toits, hein, en live testing et en live, ce qui pour nous est une belle opportunité de vous présenter notre travail, notre domaine, et puis d'échanger autour d'une bouteille ou en tout cas de questions sur la présentation que l'on va vous faire. Donc, moi, je suis Vincent, barbier, installé avec Cécile. Et là, je me trouve à peu près à 800 mètres du chai. Donc, je vais à nouveau retourner la caméra et vous présenter. Alors, ça va être une petite vision globale sur laquelle vous n'allez pas forcément avoir une visibilité parfaite. Donc, tout ça pour dire, surtout poser les questions qui pourraient vous venir, vous interpeller au moment où je fais ma petite tournée. Donc, en fait, Nantes, hein, c'est juste derrière ce bois-là. On a l'urbanisation qui démarre juste là. Et comme le disait Cécile, on est en 12-15 km. Nous, on fait le trajet en vélo régulièrement. Donc, on est dans le centre de Nantes. Voilà, ici, on est sur un coteau. Donc, je vais faire un petit tour comme ça qui est légèrement en pente, hein, orienté vers le sud et qui constitue un des points forts de notre domaine parce qu'il y a des problématiques climatiques très récurrentes maintenant et ce qui va nous concerner notamment la semaine prochaine, c'est le gel. Et on est sur un point culminant ici. En fait, un point culminant du domaine et du vignoble, pardon, et ce qui engendre un petit phénomène de sécurité. Ce n'est pas une garantie, mais ça gèle beaucoup moins sur les points hauts au printemps, en fait, parce que le froid circule et descend
les coteaux. Donc, on espère pouvoir éviter la catastrophe la semaine prochaine. Donc, plein sud ici sur la haie Foissière, qui est peut-être pour les gens qui connaissent un peu le muscadet, une référence. Et puis, voilà, voici nos parcelles ici. Sur ce coteau, on a 4 hectares environ. Du melon de Bourgogne. On a 2 hectares qu'on va vous montrer là beaucoup plus précisément, qui seront donc plantés d'ici quelques semaines dans notre projet d'agroforesterie. Et puis l'an prochain aussi, on a un petit projet pour replanter de la folle blanche. Là, c'est des vignes qui ne sont pas toutes jeunes, hein? Alors, sur ce secteur, voilà, on est sur des vignes Elles plutôt existaient âgées. déjà quand vous avez repris le domaine, hein? Oui, et qui sont là, ici, on est sur un petit secteur très particulier qui est assez, on va dire, hétérogène, parce qu'il y a eu beaucoup de complantations, c'est-à-dire des vignes qui ont été replantées là où les cèpes, voilà, ça c'est un cèpe assez jeune. Et puis juste à côté, il y a un petit ancêtre, là, tranquille. Hey. Alors, je me permets là, de vous montrer l'état d'avancement de la végétation. Hein. Vous voyez qu'on est pointe verte bien avancée. Là, il ne faut pas qu'il fasse trop froid, là. Hein. Depuis quelques jours, on dépasse les 20 degrés allègrement. Et donc, effectivement, la vigne, elle a réagi. Sur cette petite parcelle, on est aussi, on voit bien ici, là, sur nos pratiques agronomiques, en présence d'un couvert végétal. Donc, nous, on sème du seigle et du trèfle incarnat juste après les vendanges. Ça nous permet de générer un couvert végétal qui, là, commence à se développer et qui, vers la première semaine de mai, va être roulé, en fait, pour constituer un paillage, couvrir le sol. Là, ici, regardez ce cèpe-là, j'en profite un petit peu. Vous voyez, lui, il est carrément très avancé. Voilà, ouvert, donc là, on va voir ce qui va se passer. Sur cette parcelle aussi, depuis 2 ans, on a épandu du BRF, du bois raméal fragmenté. Donc, ça nous permet, c'est du bois qui est broyé, hein, du broyat de bois, qui nous a permis de couvrir l'intercept et de ne pas travailler. C'est la première fois, là, en 3 ans, en 2 ans et demi, que j'ai passé la binette. Voilà, pour que ça commençait un petit peu à poindre là, les herbes un petit peu concurrentes de la vigne. Donc, on a réglé ça là, avec un petit coup de binette, mais juste un petit coup de binette, hein, et ça a suffi. Donc, voilà. Et puis, quand je me tourne vers la droite, vers le sud, ici, on voit apparaître la parcelle. Donc là, les sols, ils ont été travaillés il y a 10 jours, très exactement, en préparation du plantier. On va installer la vigne d'ici 15 jours, 3 semaines. Mais jusqu'à présent, hein, depuis 2 ans, ce sol était couvert, c'est-à-dire broyat de bois et seigle et trèfle roulé au printemps, hein, donc un paillage, donc un sol préservé pour l'instant en tout cas, et sur lequel on a pu planter une centaine d'arbres. Alors si je me mets à peu près dans cette perspective-là, vous devriez apercevoir sur l'écran la bande d'arbres. Ah oui. Maxime, c'est bien visible. Là, ça, voilà, donc on voit bien. Et là, vous avez planté quand, cela? Donc ça, planté en décembre 2019, un 6 décembre d'ailleurs, un jour racine, hein, pour être honnête. Voilà, et on en a planté une bonne centaine. On a complété ça sur la période de Noël avec quelques fruitiers. Voilà, et ils ont tous pris. Donc là, on a nos arbres, on en a à peu près, on va dire, 110 sur 2 hectares, qui sont donc en ligne. Chaque ligne, alors je ne sais pas si vous allez pouvoir apercevoir la suivante, là, je ne pense pas, mais en tout cas, chaque ligne est espacée de 28 mètres. On va laisser une bande de 2 mètres de part et d'autre de la ligne d'arbre, et on va planter la vigne à partir de 2 mètres. Et donc, on aura la possibilité de mettre 18 rangs de vigne entre chaque rang d'arbre. Très rapidement, et puis après, s'il y a des questions, ce sera l'occasion d'approfondir le sens de ce projet et de cette plantation d'arbres. Hein, c'est vraiment de venir compléter un petit peu la parcelle, de ne pas entrer dans une logique de monoculture qui amène un déséquilibre de fait sur la biodiversité, sur la culture en elle-même, sur la faune et la flore présentes sur la parcelle, mais bien d'aller chercher des complémentarités, d'avoir des résonances un petit peu, des soutiens. Et je vais illustrer mon propos dès à présent. La semaine prochaine, on nous annonce du -2, -3 pendant 3 matins.
Ça va être très compliqué. Et si je me retourne, alors vous n'allez pas bien le voir, mais quand même au fond, là, vous avez un bosquet, là, et on a des parcelles juste devant le bosquet. En 2019, quand on a gelé très fort, toute la vigne adjacente à ce bosquet a été préservée du gel. Et en fait, les arbres vont un peu climatiser le milieu. Alors, certes, pour le gel, apporter un petit peu de calories, mais surtout l'été, ici, on est sur un coteau plein sud qui est un vrai cagnard. Hein, et bien l'été, ils vont apporter de la fraîcheur. Donc ça, c'est un des objectifs de la présence des arbres sur la parcelle. On s'est permis aussi de laisser ici des friches qu'on n'a pas travaillé. On a un îlot de biodiversité et cet îlot de biodiversité, il va être attiré par les arbres qui vont se développer là et qui vont en fait créer des habitats. Alors pour les oiseaux, les insectes. On sait qu'un insecte, il se déplace très très peu en fait, depuis son lieu d'habitation, disons, une 50aine de mètres au maximum. Donc là, on saura attirer les arbres. Donc ici, là, si je me mets là, on a nos arbres qui commencent là, et celui-ci, il a fait ses belles petites feuilles. Ça, c'est un orme. Alors sur les espèces, on a mis 6 espèces d'arbres. L'orme de Lutèce, l'orme, on l'a choisi parce qu'il est en voie de disparition. Il y a une bactérie là qui l'attaque en ce moment. On a mis le merisier. On a mis le tilleul, très miellifère, le tilleul. On a aussi mis des pommiers et des poiriers francs, c'est-à-dire non greffés. Ils ne feront pas des fruits comestibles, ils feront des petits fruits qui viendront donner à manger à la faune locale. Et puis, on a mis des pêchers de vigne, parce que ça ne s'appelle pas pêche de vigne pour rien. Et c'est le bienvenu. Voilà, ça, c'est un merisier là, qui est en train de poindre le bout de son nez. Et vous avez dit le tilleul est mellifère, c'est-à-dire que vous prévoyez aussi de faire du miel? Alors, en fait, ici, on est sur une zone périurbaine. Il y a beaucoup d'insectes et il leur faut à manger. Donc, nous, on va installer des petites ruches là, dans le bosquet qui est là. On travaille avec l'apiculteur de Vertou, Loïc Martin. Il va installer 2 ruches. Voilà, c'est un service qu'il nous rend. Mais ce n'est pas pour produire du miel en soi, c'est pour avoir un milieu équilibré. Exemple, il y a des parasites, des cicadelles par exemple, qui viennent un petit peu compliquer les. Eh bien, en fait, ces parasites, s'il y a la présence d'abeilles ou de bourdons, il y aura moins de place pour qu'ils se développent, tout simplement. On va essayer d'équilibrer le milieu pour apporter un petit peu de diversité et de ce fait, avoir une population, disons, de ravageurs moins développée parce qu'il y a moins de place. S'il y a moins de place, on va gagner en sérénité, tout simplement. C'est un beau projet d'équilibre environnemental. Au niveau des cépages, je ne sais pas si tout le monde a consulté la plantation du projet. Qu'est-ce que vous avez prévu de planter et pourquoi faire? Donc là, on est sur un coteau où il y a essentiellement du melon. Donc pour nous, il était intéressant de se diversifier. Et donc, on a choisi de planter des cépages rouges. Alors, on pourrait s'étonner un petit peu, mais comme je le disais, là, ici, on est sur un coteau plein sud. Donc, en termes de maturité, même si on est sur la Loire, on n'aura aucun problème. Et les cépages que l'on a choisis, ce sont le gamay. Alors, pour une raison très simple, on adore ça. Voilà. Et puis, on le pratique un peu. On a quelques arpents de gamay et on aime beaucoup ce cépage ici. On va planter du co, ce qu'on appelle le co dans la région, c'est le Malbec. Et on va aussi planter un petit peu de merlot. La finalité du merlot, c'est les assemblages, parce que le merlot, c'est un très bon ami, c'est un bon compagnon d'assemblage. Peut-être que tout seul, il est un petit peu trop facile, mais en complément, pour arrondir les angles, des fois amener du fruit. C'est intéressant. Je me dirige vers notre station météo qui est installée sur la parcelle, puisque nous souhaitons absolument, à travers ce projet aussi, obtenir des résultats, on va dire, microclimatiques. Je le disais, il y a la température, mais il y a aussi l'humidité. Donc, il y a des capteurs installés sur cette station et qui nous permettent de faire des mesures, bien sûr, quasiment heure par heure. Alors, nous, on n'est pas dessus, mais on travaille avec un lycée. On a des étudiants de BTS qui nous accompagnent sur le projet, qui font des relevés, alors relevés de biodiversité, relevés météorologiques, et qui vont nous synthétiser ça, nous faire un suivi année après année. On s'est inscrit dans le long terme, là, pour prouver qu'en fait, on est sur une démarche, j'ai envie de dire payante, c'est-à-dire qui amène des résultats concrets. On est convaincu d'être sur une démarche innovante, d'avoir vraiment des éléments essentiels qui vont contribuer à renforcer un petit peu la culture. Là, on est sur des situations compliquées en ce moment. Alors, pour tous les vignobles de France et de Navarre,
mais dans le Nantais en particulier, hein, avec ces aléas climatiques, plus que le réchauffement, nous, il nous est plutôt bénéfique, le réchauffement global. Ce qui ne va pas du tout, c'est les à-coups. C'est les aléas vraiment ponctuels. L'agroforesterie, elle va avoir une fonction de tampon. Elle va tamponner, elle va temporiser et tamponner. C'est-à-dire trop chaud, on amène un peu de frais. Trop frais, on amène un tout petit peu de douceur. Trop sec, on va ramener de l'humidité. Les arbres, par leur système racinaire, ils vont venir par remontée capillaire, ils vont venir amener de l'humidité dans la vigne. Là, il faut comprendre que les arbres, ils entament leur 2e année. La vigne va être plantée là, dans 2 semaines. Nous avons 2 populations là, qui vont se développer vraiment en harmonie, elles vont se connecter. Hein. Ça, c'est scientifiquement établi. On va avoir des connexions à leur champ mycorhizien, échange d'informations, échange d'aliments aussi. Voilà, c'est vraiment le projet tel qu'il est en train de naître, très concrètement. Super, c'est un beau projet, on a hâte de goûter les vins. Ce sera a priori disponible en quelle année? Alors, on dit que c'est la 3e feuille, hein, en plantant au printemps 2021. On parle d'une récolte en septembre 2023. Voilà, donc c'est ça. Donc les vins devraient être disponibles courant 2024. C'est ça, c'est le temps agricole, ça. C'est ça. Et en fait, toutes les personnes qui veulent soutenir le projet, il y a des formules sur 4 ans. Donc les premières années, ils vont recevoir les cuvées historiques que vous produisez déjà. Et la dernière année, ils recevront, parmi les bouteilles qu'ils recevront, il y aura une bouteille qui sera issue de cette parcelle-là qu'on voit qui n'est pas encore plantée. Donc, c'est vraiment ça, de soutenir ce projet, c'est aussi s'inscrire dans ce temps long dont vous parlez et d'accepter qu'on attend, qu'on n'est pas, quand on plante une vigne, c'est pas comme une commande en ligne livrée en 24 heures par un drone, il faut attendre. Et c'est ça, c'est le temps long dans lequel parfois on oublie d'aller de nos jours. Et c'est très bien, je trouve, de pouvoir rappeler à tout le monde que le temps agricole, c'est pas l'instantané. Super, merci pour cette visite du vignoble. Peut-être, Cécile, on peut passer au chai. Voilà, on va prendre il faudrait nous montrer, est-ce qu'on peut voir pourquoi le domaine s'appelle les 3 toits? Je vois derrière moi un toit, 2 toits. Tout à fait. Alors, attendez, je vais basculer dans l'autre sens si ça ne vous gêne pas. Oui. Hop, on s'accroche. Voilà, vous accrochez. Donc, coucher de soleil. Donc là, ne soyez pas impressionnés par le tas de bouteilles. Hein, ce n'est pas parce qu'on fait des sols, c'est parce qu'on fait une mise en bouteille la semaine prochaine. Et donc, effectivement, on a 1 toit, 2 toits, 3 toits. D'accord, mais en fait, il y a une blague, c'est qu'il y a un 4e toit. Et le 4e toit a été rajouté sur le bâtiment, après le bâtiment, et c'est le point de réception de vendange, le dernier toit, en fait, où il y a le pressoir à l'intérieur. Oh, c'est 3 toits et demi, alors, on va dire. C'est 3 toits, voilà. Et demi. 3 toits à l'ancienne, en fait. Hein. Voilà, alors, on ne sait pas trop ce que c'était que ce bâtiment, a priori, plutôt une ancienne abbaye. On reçoit plein de clients qui nous disent qu'ils ont fait les 400 coups dans ce bâtiment. Donc, on ne sait pas trop. Hein. Il y a toute une histoire qu'on n'a pas fini. Chargé d'histoire. Voilà. Un bâtiment chargé donc, d'histoire. Du coup, sur cette porte, on va rentrer dans le chai directement. Et donc, je vais vous expliquer un peu comment ça se passe chez nous au niveau de la partie vinification. Hein, donc, grosse caractéristique et spécificité. Alors, attendez, je vais aller fermer la porte là. Du chai, c'est vraiment un point spécifique du pays nantais, c'est qu'on a des cuves enterrées. Donc, en fait, tout l'espace qui est ici est vide. Si vous l'imaginez et que vous prenez le sol, là, partout où il y a des trappes que vous voyez, ce sont des entrées de cuves. Donc, finalement, si on fait une reverse de ce qu'il y a au sol, l'espace ici sera un espace plein. Voilà. Donc, gros avantage en termes d'espace. Là, derrière, on a des cuves en béton. On a quelques petites cuveries ici dont je vous expliquerai l'objet. Et donc, en fait, le gros avantage de ce type de cuverie, c'est un aspect thermique. Donc, une contenance aussi importante. Hein. Donc, je vous montre comment ça se passe. Hop, vous voyez. Et derrière, on est directement dans la cuve. Donc là, il y a du vin dans celle-ci.
Et si j'avance dans une que l'on a vidée la semaine dernière parce qu'on a fait nos premières mises en bouteille, hein, donc là, c'est complètement ouvert. Donc, c'est a priori une technique qui a été amenée par les Portugais après la guerre. Donc, dans tous les domaines, hein, dans le vignoble nantais, il y a ce type de cuverie. Donc, encore une fois, un grand avantage et une facilité de travail pendant les vendanges. C'est quand même sympa d'avoir toutes ces cuves ouvertes et de voir le vin qui pétille pendant les vendanges. Après, le gros inconvénient, c'est quand même en termes d'accessibilité, c'est quand même pas très, très simple. Quand il s'agit de descendre dans la cuve pour la nettoyer. Et c'est aussi, bien sûr, très dangereux, hein, comme tout espace confiné, quand on descend là-dedans. Il y a de nombreux risques et malheureusement, chaque année, il y a un vigneron qui disparaît. Donc, voilà, donc ça, c'est l'aspect un peu négatif. Donc, derrière, en fait, ce que l'on fait, nous, ici au domaine, c'est qu'on complète, en fait, cette cuverie par des cuveries de plus petit volume pour travailler en fait sur nos cuvées qui sont développées en plus petite quantité. Donc, c'est dans nos investissements, c'est ce sur quoi on travaille. Et bien sûr, pour travailler notre rouge, donc dans 3 ans, on s'équipera aussi d'une nouvelle cuverie parce que là, on ne peut pas travailler des cuves enterrées pour produire du vin rouge. Donc, voilà notre espace de travail au quotidien. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Je vais repasser dans l'espace dégustation. Je vais vous y emmener. Vincent ne devrait pas tarder à arriver, lui, de la parcelle. Donc, est-ce que vous avez des questions sur la partie vinification où on va en discuter pendant la dégustation? Il y avait une question, Cécile, avant de partir sur la partie vinification, qui était sur la partie agroforesterie. Oui. Dominique demandait s'il y avait une certification pour la culture en agroforesterie. C'est une très bonne question. Alors, non, absolument pas. Il n'y a pas de certification. Alors ça, c'est un vrai sujet. Hein. C'est un sujet sur lequel on a beaucoup réfléchi, travaillé. Bon, déjà, nous, on est en conversion bio. Derrière, on va avoir notre label AB. Maintenant, le cahier des charges bio, nous interroge, nous fait poser plein de questions, hein, parce que dans le cahier des charges, comme tout cahier des charges, il a ses intérêts et ses limites. Et c'est finalement en s'imprégnant de ce cahier des charges bio qu'on s'est dit ça ne suffit pas. Finalement, ce cahier des charges, il ne va pas forcément que dans le bon sens. Travailler les sols, retourner de la terre, il y a un manque de logique dans tout ça. Donc, c'est comme ça qu'on a été amené à réfléchir et trouver des nouvelles pratiques. C'est pour ça qu'on plante un couvert végétal et c'est pour ça qu'on allait chercher autre chose. Donc, derrière, ce sujet d'agroforesterie, c'est un sujet qui a été beaucoup travaillé en théorie, peu en pratique. Et donc, derrière, il n'y a pas de label, hein, sachant que donc, nous, dans notre démarche très personnelle, on ne court pas après le label. Hein. Ce qu'on veut vraiment, c'est être convaincu de ce qu'on fait. Donc, tout à l'heure, je parlais de Martin qui nous a rejoint, à qui on a confié le travail de réfléchir sur l'usage des plantes et derrière de pratiques biodynamiques. Typiquement, sur la biodynamie, aujourd'hui, dans le vin, il y a 2 labels. Les gens, comme toute démarche et cahier des charges, il y a des pour, il y a des contre. Donc, nous, on ne veut pas partir dans ces dogmes, en fait. On essaye d'être convaincus sur nos pratiques. Quand on considère que l'ensemble de nos pratiques peuvent correspondre à un label, là, on s'enregistre, entre guillemets. Mais derrière, ce n'est pas ce sur quoi on veut travailler et ce sur quoi on va pas courir après ça. Alors, derrière, on a en fait ce projet, on a plein de bâtons dans les roues, d'accord. Typiquement sur la plantation, par exemple. Quand on plante une vigne, normalement, on a une aide à la plantation. Pour avoir cette aide, il faut arracher de la vigne et replanter. Nous, on a repris une friche qui n'était plus déclarée en vigne, donc on n'a pas d'aide. Déjà, premier point, on part déjà avec un gros élément financier en moins que d'une plantation classique qui se ferait si on ne venait pas réhabiliter une terre. Deuxième point, c'est que rentrer notre parcelle dans le casier viticole auprès des douanes, c'était un cauchemar. Parce qu'un douanier, lui, il a besoin d'une parcelle où il n'y a que de la vigne. Donc, lui mettre une parcelle où il y a de la terre, il y a des arbres, il ne comprenait rien du tout. Donc, on a été obligé de créer autant de parcelles, autant de bandes entre les arbres, comme vous avez vu tout à l'heure. Hein. Donc, on n'a plus une parcelle, mais on a des bandes de parcelles. Donc, ça, c'est le deuxième point. Je vais peut-être partager, là, il y a une pour illustrer ce qu'on vient de dire, là. Ouais. Je ne sais pas si vous voyez mon écran, là.
effectivement, là, on voit les rangées d'arbres. Vous voyez mon écran, tous? Oui, oui, oui. Peut-être vous pouvez présenter ça, là, les Voilà, rangées d'arbres. c'est Et donc, ça. ça, c'est Et les donc, parcelles dont on cette parle. parcelle qui est 2 hectares, qui dans l'absolu est assez simple à décider, le douanier, il sait pas, il comprend pas ce que c'est que ces rangées d'arbres, parce que c'est dans aucune catégorie agricole, donc on a été obligé de décomposer tout ça. Donc, Donc il y a ça, 9 c'est un suivi parcelles, là, en fait. administratif. Il y a toutes les parcelles qui sont entre les rangées 1, 2, d'arbres. 3, 4, 5, 8, 9. Voilà, Wow. c'est ça. Et puis, dernier point, c'est que derrière, on plante du rouge entre des arbres, donc on sort de toute appellation. Donc, notre vin sera du vin de France parce qu'il ne rentre pas dans les cases non plus. Donc, ok. voilà. Il y avait une autre question aussi là, et n'hésitez pas d'ailleurs à prendre la parole, à intervenir dans le chat. Hein. Dominique a posé une question sur la conversion que vous avez mentionnée en bio. Ah, Oui. Vincent vient d'arriver en vélo, c'est rapide. Voilà. Et il demandait depuis combien de temps vous êtes en conversion, et donc sous-entendu, quand est-ce que sera le premier millésime, j'imagine, certifié bio? Tout à fait. Donc, en fait, on a entamé la conversion, on s'est enregistré auprès de l'agence bio en 2020. On avait une année de pratique parce qu'on voulait voir de quoi on parlait avant de s'enregistrer. Donc, en fait, on a fait 40% l'année dernière. Donc, on a 40% en ce qu'on appelle en C1. Cette année, on complète les 60%. Donc, ça veut dire que cette année, on va avoir 40% en C2 et 60% en C1. Et ça veut dire que notre prochaine vendange, sur les 40%, on pourra commencer à mentionner sur l'étiquette le fait qu'on est en conversion. On a le droit de dire aux consommateurs qu'on est en conversion. Et c'est seulement au bout de 3 ans de ce type-là qu'on aura normalement notre label AB et qu'on aura le droit de positionner le logo AB sur les étiquettes. Donc 2024 sera le premier millésime certifié bio. Complètement, voilà. Dans l'ensemble du domaine. Et donc la parcelle en agroforesterie sera dès son premier millésime certifié bio? Tout à fait. Elle démarre. Très bien. Autre question, il y avait aussi Sophie qui avait posé une question. Alors, c'est pas Sophie, je crois, parce qu'à l'écran, voilà, elle a pas vous pouvez poser la question d'ailleurs directement si vous voulez prendre le micro. Ah, on n'entend pas là? Nous, on n'entend pas la question. On n'entend pas la question là, Sophie. Enfin, Sophie, je sais pas comment. Nous, on va peut-être se remettre dans la. Voilà, à l'intérieur. Donc, je pose la question pour Sophie, mais c'est pas Sophie. Je pose la question pour le temps que vous retrouviez le micro. La question était, est-ce qu'il y a d'autres initiatives de ce type, j'imagine donc en agroforesterie, qui sont menées dans la région? Alors ça, c'est une très bonne question. Il y a beaucoup de velléités et surtout nous, sur la parcelle, on reçoit beaucoup de monde. Alors des collègues, pas mal, hein, des élus, beaucoup d'élus qui viennent un petit peu sentir ce qui se passe. On est soutenu par Nantes Métropole. Donc ça nous génère vraiment une visibilité, on va dire ça comme ça. Mais concrètement, on est les premiers, le premier domaine de la Loire-Atlantique à aller jusqu'à planter les arbres et la vigne sur le même site au même moment. Ce qui existe déjà, c'est les haies. Donc là, on développe pas mal ce système-là. C'est très subventionné là aussi. Sauf que les haies, vous imaginez bien, c'est autour de la parcelle. Donc, il n'y a pas ce principe d'emmener la biodiversité au centre de la parcelle pour équilibrer le milieu. Ça, c'est fondamental. Hein. Je ne suis pas rentré dans tous les détails géologiques et agronomiques, hein, mais il y en a énormément. Il y a beaucoup de dimensions. Et donc, c'est une des vocations de ce projet, à travers les travaux qu'on mène en collaboration avec la Chambre d'agriculture, c'est non pas de rayonner au sens bomber le torse, mais amener les gens à se poser les questions, venir sur la parcelle, réfléchir ensemble, parce que forcément, il va y avoir des choses sur lesquelles on va buter. Et donc, on a besoin d'échanges et de réflexions communes pour… Est-ce qu'il y a des indicateurs que vous allez pouvoir mesurer, le nombre d'espèces présentes, le nombre d'individus de certaines espèces? Voilà. Donc là, les étudiants du lycée de Briaçay, hein, qui sont en BTS gestion et protection de la nature, sont des jeunes qui font des relevés. Donc, ils ont installé des plaques à reptiles, ils ont fait des mesures, des comptages de flore,
diversité de la flore. Ils vont faire, là, quand les insectes pollinisateurs là, commencent à pointer le bout de leur nez, ils vont faire des comptages d'insectes. Pendant tout l'été, pendant 8 semaines, on va avoir une étudiante en stage au domaine et qui va faire tous ces relevés, toutes ces mesures d'humidité, les lombriques aussi. Il y a un super test qui s'appelle le test de la moutarde. Je vous laisse imaginer ce qu'on fait aux pauvres vers de terre pour les faire sortir et les compter. Voilà, on a toutes ces mesures qui sont mises en place et sur un protocole élaboré par les jeunes, avec leurs professeurs bien sûr, mais avec une perspective à 10 ans. Chaque groupe passera la main à la promotion suivante pour que la base de données s'incrémente et qu'on ait vraiment une vision de l'impact agroécologique de ce type de projet. Très bien. J'avais une question. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous Très entend. bien. Ouais. Ah, super. Bonjour à tous. Une question sur Bonjour, la nouvelle Sophie. parcelle. Est-ce que vous pensez que le fait de planter des arbres, et notamment des fruitiers, va avoir une incidence sur le côté gustatif de la récolte? Non, je pense pas. Pas l'aspect fruit en lui-même, mais disons que par exemple les pommiers et les poiriers, ça fait des belles petites fleurs et puis des beaux petits fruits. Donc, il est probable que ça amènera une population, un certain type de faune. Maintenant, c'est à nous, les vignerons, de transformer cet atout pour qu'on le goûte, parce que j'ai quand même l'ambition que ça se goûte dans la bouteille, mais pas au titre de la pomme ou de la poire qui serait tombée sur le sol, mais au titre de la qualité du milieu dans lequel la vigne et le raisin va mûrir. En fait, c'est plutôt ça l'angle de réflexion. Est-ce qu'il y a une concurrence entre les racines de l'arbre et celles de la vigne qui est peut-être souhaitable, ou est-ce que vous avez parlé d'un espace de 2 mètres, si j'ai bien écouté? 2,10 m, très exactement, c'est assez précis. En fait, l'idée, c'est plutôt de la symbiose. Il n'y a pas de raison qu'elles se mettent en concurrence parce qu'elles vont grandir ensemble. Donc, elles vont apprendre en fait à découvrir le milieu, elles vont explorer, les racines vont explorer ensemble. Et l'idée n'est pas du tout la concurrence. Il y aura une certaine forme de concurrence pour la vigne, mais qui sera plutôt dans l'interrang, entre les rangs de vigne. On va semer un couvert végétal. Toute l'année, il y aura un couvert qui sera roulé à une certaine époque pour avoir un paillage, mais l'idée n'est pas du tout la concurrence. Le coteau où je vous ai présenté les vignes là est déjà très dur. C'est vraiment très pauvre. Moi, je suis impressionné que la vigne, elle trouve la force vraiment de nous donner de magnifiques raisins là, chaque année. Donc, l'idée n'est pas du tout la concurrence, mais la complémentarité, vraiment la complémentarité du milieu. Super, on a hâte de goûter ces cuvées. On peut peut-être commencer par déguster les vins. Là. Je ne sais pas si vous êtes prêts là. Est-ce que certains d'entre vous ont commandé les vins? Peut-être, je crois que Guillaume a les vins. Est-ce que Laurie, suite à sa visite au domaine, parce qu'elle est venue déjà, Laurie, vous voir, il reste quelques bouteilles ou tu as déjà tout bu? Samedi, on s'est croisés là. Qu'est-ce qu'on doit ouvrir comme bouteille, Cécile? On commence par… Donc, ce soir, on va goûter… Sophie, vous avez… pardon, excusez-moi, comment vous appelez en vrai? Emmanuel. Emmanuel, bonsoir Emmanuel. Vous avez les vins aussi? On a toute la gamme, c'est pour ça que je pose la question. Ce soir, on a prévu de déguster le vin du domaine, donc le muscadet. Attendez, vous voyez mon truc là? Voilà, c'est celui-ci. Ouais. Et la cuvée Phileas. Ok, super. Bon, je descends et je remonte. On commence par quoi, j'imagine? Peut-être la cuvée du domaine, les 3 toits? L'idée, en fait, de vous avoir mis ces 2 cuvées-là, c'est pour vous faire découvrir finalement comment, sur la base d'un même cépage, avec les mêmes vignerons, tout ça autour du chai. Vous avez vu, hein, Vincent, il a pris vraiment 5 minutes pour revenir en vélo. Donc, tout ça autour, de se dire comment on peut faire 2 vins aussi différents alors que la plupart des facteurs semblent être les mêmes. En fait, le gros facteur différenciant, c'est les sols. Ce sont les sols. Et donc, l'idée, c'est de vous montrer comment, avec les sols, on peut finalement capter des vins différents. Donc, on vous laisse effectivement ouvrir et vous servir le 2019, la cuvée du domaine, qui est en fait en termes de représentativité, en fait, représente ce qu'est notre terroir. Et donc, notre clientèle, qui est la clientèle locale, vient en fait chercher ce muscadet-là, dans le sens où c'est le muscadet qu'ils ont l'habitude de boire, qui est le muscadet du domaine des 3 toits. Voilà.
Alors, juste pour reprendre un petit peu derrière Cécile, donc là, on a un assemblage de parcelles. Donc, très concrètement, on vinifie en parcellaire. Ça veut dire que chaque parcelle est vendangée et vinifiée séparément. Et ensuite, le travail dans l'hiver, c'est les assemblages. Pourquoi on fait ça? Eh bien, le melon de Bourgogne, le cépage qui permet d'élaborer le muscadet, c'est un cépage qui n'est pas naturellement thiolé. Il n'a pas d'arôme naturel. On pourrait prendre comme exemple le sauvignon, qui est assez facile à identifier aromatiquement. Le melon, lui, va révéler, on va dire, les arômes, les sols sur lesquels il pousse, à condition, bien sûr, de le travailler en ce sens et de vinifier en ce sens, ce que l'on fait. Donc, pour la cuvée du domaine, on utilise les vignes qui sont autour du chai. On a une dizaine d'hectares ici autour du chai, sur un mix donc limon éolien et puis micachis, hein, vraiment la roche-mère qui domine ici à Vertou. Et on est avec des vignes qui ont entre 30 et 60 ans. Voilà. Et puis 2019, pour bien résumer la situation, c'était extraordinaire. D'abord, c'était notre premier millésime vinifié. Ça, c'est déjà un gros point. Deuxièmement, le 4 avril, on a gelé très, très fort, en particulier autour du domaine, là, autour du chai. On a perdu 60% de la récolte en tout. Et on a eu une année super étonnante au niveau climatique, avec des énormes coups de chaud. On a tous eu en souvenir les gros coups de canicule à répétition. Et aussi, on l'a bien oublié celui-là, un gros coup de froid au mois de juin, en plein dans la fleur. Donc la vigne, elle en a vraiment pris plein la tête pendant l'élaboration de ses raisins. Et donc, elle nous a donné un résultat assez étonnant, très concentré du fait de la petite production. La vigne, elle fait des raisins pour se reproduire. Si jamais il y a une alerte du type on gèle très fort et qu'il n'y a pas beaucoup de raisins, autant vous dire qu'elle met le paquet, elle met beaucoup d'énergie pour sauver les raisins qu'elle a réussi à produire cette année. Vincent, pardon de t'interrompre, c'est Xavier. Est-ce que avant le projet l'agroforesterie, est-ce qu'un projet, par exemple, comme il y a ici au Québec, au niveau des éoliennes, des petites éoliennes pour mettre un peu de vent et enlever un peu l'humidité sur les vignes, est-ce que ça serait un projet intéressant pour vous ou ça ne l'est pas? Donc ça l'est, il y a plusieurs facteurs dans ce choix. Il y a le facteur financier, ça coûte très cher. Il y a aussi le facteur topographique. Donc on a étudié ça de très près. Et justement autour du chai, on a c'est des petits creux et des petites bosses. Et ça, c'est pas terrible pour la circulation de l'air en fait. Ça va vite s'accumuler, se poser le froid. Hein. En fait, le froid est pas très, il descend. Quand il a trouvé son creux, il s'arrête. C'est ce qui nous est arrivé là en 2019. Donc, on a effectivement un projet de lutte contre le gel que moi j'avais découvert en faisant mon stage, mon année de travail en Angleterre, hein, où les Anglais ils avaient un système de fans de ventilateurs qui était posé en contrebas et qui envoyait l'air vers le haut. Ce n'était pas une grande éolienne qui tournait comme ça. C'était vraiment un énorme ventilateur qui pulsait l'air, donc qui créait une espèce de courant qui envoyait l'air froid à 15-20 mètres et qui permettait vraiment très efficacement de faire circuler cet air froid et de le balancer dans l'air chaud et donc, hop, par convection, de revenir avec de l'air un peu plus doux. Alors, ce qui est compliqué avec le gel, c'est qu'en se renseignant et en travaillant sur le sujet et en discutant avec tous les anciens, c'est qu'il n'y a pas un gel d'une année sur l'autre qui se ressemble. D'accord ? Donc, en fait, il faudrait X moyens de lutte contre le gel parce que il y a tellement de gels différents que chaque solution lutte contre un type de gel. Donc, tout à l'heure, j'étais chez un collègue qui était très inquiet pour la semaine prochaine. Et donc, lui, il sort et ses éoliennes et ses bougies. Donc, voilà. Donc, derrière, c'est effectivement une question de somme de moyens sans qu'on sache ce à quoi s'attendre. D'où, encore une fois, l'idée d'essayer de climatiser naturellement l'ensemble avec ce projet. Donc, c'est aussi ça notre logique. Et puis, parce que pour rappeler à tout le monde, là, le problème du gel, c'est que vous avez vu, on était dans la parcelle tout à l'heure, avec ces petites feuilles vertes et le petit bourgeon très fragile au centre. S'il y a de l'air froid, il est plus lourd que l'air chaud, donc il stagne au sol. Et le fait de brasser l'air avec des gros ventilateurs,
ça permet de chasser cet air froid et de brasser avec l'air chaud et d'éviter d'être à cette température qui devient négative et qui peut tuer le bourgeon complètement. Hein. Et quand on voit des petits bourgeons fragiles comme ça, vert fluo, ils deviennent tout gris après un passage de gel. C'est très triste. Quoi. Voilà, on va repasser sur des choses sympathiques. Allons-y. Voilà, qui est la dégustation de donc, ce millésime. On était sur le 2019, donc votre premier millésime, parce que vous avez repris le domaine en 2018, et votre premier millésime que vous avez fait entièrement vous-même, c'était 2019. C'est ça. C'est ça. Donc tout en fruit, à l'image en fait, à l'image du millésime, hein, vraiment un muscadet fruité qu'on apprécie. Alors, on peut y trouver les fruits qu'on veut, peut-être un peu de poire, peut-être aussi un peu de pêche. Disons que c'est la pêche de l'agroforesterie pour faire le lien. Voilà, en bouche. C'est vrai que c'est très aromatique au nez, c'est assez explosif. Hein. Ceux qui ont la chance de l'avoir, je vois que beaucoup de personnes, beaucoup d'entre vous ont le verre de vin. Hein. Alexandre aussi, là, vous goûtez à votre santé. N'hésitez pas à partager vos impressions au niveau du nez. Là, qu'est-ce que vous en pensez aussi, vous? Ou peut-être Guillaume, tu as goûté la cuvée? Il n'y a pas de micro là. Ah, Alexandre, peut-être. Voilà. Oui, moi j'ai goûté pardon, rapidement, bonjour, bonsoir. J'ai goûté aussi le premier muscadet que je trouve justement très fruité au nez, très aromatique, assez différent d'ailleurs de ce qu'on peut avoir l'habitude de déguster. Et en bouche aussi, je trouve que la bouche suit bien la nez sur même lignée, que j'aime beaucoup. Donc, bravo pour ça. Voilà. Ça sent les fleurs blanches. Et ça sent les fleurs blanches, oui. C'est vrai, ouais. Très fleurs blanches, c'est sympa. Il y a du fruit, la poire et les fleurs blanches, c'est très agréable, très fin, très délicat. L'aromatique est liée au sol, à nouveau. Le micaschiste est une pierre qui chauffe la journée et qui restitue la chaleur la nuit, donc ça donne une légère maturité supplémentaire au raisin et c'est vraiment propre. Alors ça, on le découvre en fait en prenant en main notre vignoble et en travaillant avec nos collègues. On fait beaucoup de dégustations à travers la démarche de cru communale à laquelle on adhère. Et à travers ces dégustations entre collègues, on décortique nos vins, on les interprète. Et puis, on a quelques mentors dans l'équipe qui nous donnent vraiment des éclairages. Et le micaschiste amène cette aromatique-là. Et cette maturité, mais délicate, parce qu'on a un côté un petit peu gourmand. Qui vient de cette maturité. Cherche la cuvée du domaine, c'est la gourmandise. Il faut que ce soit un canon, comme on dit, c'est-à-dire un vin que l'on débouche au pied levé s'il le faut. Des amis débarquent, on n'est pas gêné, on va se faire plaisir. Par contre, si on a fait vraiment la petite cuisine ou quoi et qu'on a son plateau de langoustine, on n'est pas gêné non plus. On va l'accompagner sans problème. Il a vraiment un côté friendly, j'allais dire en anglais là. Convivial, c'est ça, merci. Très bien. Non, c'est vrai, c'est vraiment ça. Alexandre, vous vouliez aussi partager ce que vous en pensez? Vous êtes toujours sur la première cuvée là? Oui, tout à fait. Pareil, c'est une découverte, donc très, très floral, très, très fruité également, assez léger. Donc c'est vrai que même là, comme ça en apéritif, c'est très agréable. C'est une découverte, vous ne connaissiez pas? Non. Pas du tout. Ah. Bienvenue. C'est Xavier de Montréal qui nous a initiés, qui nous a proposé de se joindre à nous. Xavier de Montréal, il connaît déjà bien en fait. Donc Ouais, mais a priori, au bureau, voilà. Vous vendez aussi au Québec? On est au Québec bien implanté. Via la SAQ alors? Ah là là, ça c'est une autre histoire, c'est un autre live testing. Pardon. Prochaine fois. Ok. Excusez-moi, il y a une question? Il y a un côté gras quand même en bouche, là. C'est dû au millésime ou... Alors oui, c'est dû au millésime, la richesse que vous détectez. Il y a aussi un tout petit peu de sucre résiduel. Alors on est avec des muscadets, c'est vraiment dans la catégorie des vins secs évidemment. Mais il y a un tout petit peu de résiduel, donc c'est ça. Et puis c'est un vin qui a donc maintenant après un an de bouteille, donc il y a un élevage qui vient aussi un petit peu se compléter. Parce qu'on n'a pas, je ne retrouve pas le côté perlant qu'on a traditionnellement dans les muscadets sur lit. Il est très, très, très fin, quoi. Très... Oui, alors ça, c'est quelque chose qu'on cultive. Pour moi, c'est dans l'ADN du muscadet. Le perlant, il doit être présent.
Quand on fait nos mises en bouteille, il y a un moyen, on peut ce qu'on appelle dégazer les vins. Nous, on ne dégaze pas, on garde le perlant. Le perlant, c'est le petit gaz carbonique qui est issu de l'élevage sur lit. Les lits, les levures qui sont déposées au fond de la cuve, elles gardent du gaz et qu'elles libèrent au fil du temps. Et ce gaz enrichit le protéger aussi. Accessoirement, les vins sont peu sulfités. Vraiment, et ça apporte un équilibre super intéressant entre le côté un peu gourmand, un petit peu gras que vous disiez, là, Dominique. Et ce perlant, c'est vrai qu'il est très délicat, il est très fin, discret, mais ça amène un petit peu de vivacité au vin. Et je trouve que ça lui va très bien. Il est à la fois gourmand et vif, quoi, en fait. Donc, c'est très réussi, quoi. Donc ça fait encore une fois, ça fait partie de l'ADN du muscadet. Les gens, quand ils ouvrent une bouteille de muscadet, ils veulent avoir ce perlant. Il y a des gens que ça peut gêner. Alors ça, c'est aussi ce qui est sympa, c'est que c'est très simple. Il suffit de tourner le verre assez longtemps et vu que c'est du gaz carbonique, hop, il va partir. Donc ça plaît finalement à tout le monde. Et puis ça permet aussi de préserver le vin, ce gaz carbonique. Probablement que vous limitez aussi un petit peu les doses de soufre grâce à ce gaz carbonique qui a un rôle protecteur contre l'oxydation. C'est très, très important. Oui. Très bien. Très, très belle réussite. Et après, vous avez une autre cuvée. Vous aviez des questions peut-être sur la première cuvée encore ou on passe à la deuxième cuvée? Parce que je vois l'heure qui tourne et les gens vont peut-être devoir se libérer parce que là, on est à l'apéro, mais ils vont vouloir dîner. Moi, j'ai une question sur l'agroforesterie. Vous le faites sur des cépages rouges. Il y a une raison? Pourquoi pas sur le blanc ou... Alors, la raison, elle est vraiment, on a un encépagement, on a majoritaire plus en muscat, en melon. Donc, il s'agissait aussi pour nous de nous diversifier. Donc, le choix des cépages rouges n'est pas lié à l'agroforesterie en elle-même. Mais dans la démarche, dans ce projet, il y a un aspect économique assumé complètement et qui doit nous permettre de faire tourner l'entreprise avec nos 2 salariés. Donc, il s'agit de se diversifier, de répondre à une demande très forte sur les vins rouges aussi. Et donc, c'est la raison pour laquelle on est parti sur ce choix-là. Ok, effectivement. On développe effectivement beaucoup la clientèle particulière et que les particuliers, quand ils embarquent avec un vigneron, ils aiment bien finalement explorer tout ce que peut faire le vigneron et donc ils nous demandent, ils sont demandeurs, curieux. On a quelques arpents de gamay avec lesquels on fait un vin rouge et nos clients sont très curieux de découvrir ce que l'on fait avec ces arpents. Oui. Donc, on vous propose d'enchaîner sur la deuxième cuvée de muscadet qui est Phileas. Donc, en termes de gamme, on n'a effectivement pas pris le temps de se mettre devant oui, allons-y. Le panel de notre gamme. Mais l'idée, en fait, c'est qu'on a deux grandes gammes. On a une gamme qu'on appelle la gamme du domaine, qui est dans la continuité, l'état d'esprit de ce que faisaient nos prédécesseurs et qu'on a fait perdurer parce que c'est une gamme que l'on aime bien, tout simplement, mais aussi parce que l'idée, c'était de continuer d'embarquer les gens qui avaient l'habitude de venir au domaine, faire en sorte qu'ils continuent de nous accompagner. Donc, on a changé un certain nombre de choses, bien sûr, tout ce qui est identité, et puis petit à petit, on change au niveau des pratiques, et ça va se ressentir dans la bouteille, mais tout ce qui est effectivement dose de soufre, etc., tout ça est changé. Les gens s'y habituent petit à petit, mais on ne les déstabilise pas du jour au lendemain. Donc ça, c'est les produits de la gamme domaine. Et puis, on a créé une nouvelle gamme qui nous permet d'attaquer des marchés différents et surtout de nous positionner sur le monde de la restauration et les cavistes, qui est une gamme qui a été créée autour de l'univers de Jules Verne, des personnages des livres de Jules Verne, qui est un auteur nantais, on précise. Et donc, cette autre gamme est faite en volumétrie beaucoup plus confidentielle, parce que ce sont des... Je partage là, c'est la page de présentation sur le site de Winesoning du domaine Les Trois Toits. Et on voit les 2 gammes. Donc, la première gamme dont on parlait, c'était la gamme les cuvées du domaine. Et là, celle dont on est en train de parler et qu'on va déguster, c'est des cuvées Jules Verne. Voilà, c'est ça. Donc, Phileas, c'est le muscadet, c'est vraiment une surlie de cette gamme, sachant que dans la gamme, il y a un muscadet nature qui s'appelle Cyrus, qui fait partie potentiellement des packs de dégustation aussi, et le gamay dont je parlais qui s'appelle Ardent. Donc, Phileas, c'est le personnage de Tour du monde en 80 jours.
Donc derrière, on cherche à faire voyager avec cette cuvée. Et ça a été aussi pour nous des nouvelles approches en termes de vinification. Elle est issue de 2 parcelles, dont une parcelle qui a été mise dans une cuve que l'on a bâtonnée. Donc on va expliquer un peu ce que ça va apporter. Donc on vous propose de déguster cette deuxième. Allons-y. Alors pour information, en fait, là également, cette gamme, on la travaille jusqu'au bout différemment. C'est-à-dire pour la mise en bouteille, on fait une mise en bouteille sous azote, ce qui permet là également de protéger les vins, de travailler sur des vins de garde potentiellement. Phileas, on l'a travaillé dans cet état d'esprit, c'est-à-dire qu'on a mis 1000 bouteilles de côté qu'on va essayer de garder parce que c'est un vin potentiellement d'élevage. Donc, l'assemblage, il est constitué de 80% de vin qui vient de l'Aloué, là où j'étais tout à l'heure au début du live testing. Avec les vieilles vignes. Alors, avec les vieilles vignes, c'est ça. Et la parcelle qui était au loin, le long des bois, en fait. Vraiment, une petite parcelle, des vignes d'une 50aine d'années, très bien implantée, très sereine. Une parcelle qui inspire. Et puis 20% d'un autre coteau là qu'on n'a pas vu, qui nous permet qui génère le cru communal sur lequel on est, nous, qui s'appelle le cru Lahaye-Foissière, et donc qui est un terroir incroyable de rocaille. La roche-mère, le micaschiste est affleurant, des vins très trapus, vraiment puissants, avec beaucoup de matière. La louée, c'est le squelette, c'est très tendu. Le Béziers, c'est la parcelle où il y a le cru. C'est beaucoup plus charnu, c'est gras même. Tout à l'heure, Dominique parlait du gras. Donc, on a fait un assemblage 80%, 20%. Vraiment, on a pris une structure, un squelette, quelque chose de tendu, très aérien, très fin, et on lui a donné un tout petit peu de chair. Voilà l'idée qui nous a guidés dans l'assemblage. Et au niveau du nez, déjà, on avait même un côté minéral et un petit peu presque pierre à fusil, fumée, etc., qui est hyper intéressant. Alors, Maxime, c'est vraiment ce qui caractérise Phileas, c'est la minéralité. Alors, nous, on fait attention de ne pas trop le revendiquer comme ça spontanément parce que c'est subjectif. La minéralité, ce n'est pas très facile à définir comme ça spontanément. On va le voir à la dégustation. Il y a une sensation gustative qui me semble correspondre aussi à la minéralité. Oui, il y a cette sensation en bouche. On n'est pas en train de lécher des cailloux, mais un petit peu quand même. On a une finale que je qualifie de sapide, de salé, quelque chose d'un petit peu vivant. Et c'est ça qui, pour moi, caractérise bien la minéralité. Comme on boit une eau gazeuse très minérale et qu'on a cette sensation de salé, qui reste une sensation, bien là, on retrouve, on fait le lien. Et c'est vraiment la caractéristique. Donc, Phileas, c'est le vin de repas. C'est le vin qui va vraiment accompagner des crustacés dits nobles, une belle araignée. Il a été testé sur le homard breton, et ça marche très très bien. On n'a aucun problème à le mettre avec des plats en sauce. Le bar au beurre blanc, qui est voilà, le plat nantais, ça marche vraiment très très bien aussi. Cette finesse, cette tension, cette minéralité, elle vient accompagner et jamais prendre le dessus. Hein. C'est ça. Et puis ça lui donne une longueur aussi en bouche plus importante. Il a une présence et c'est vrai qu'il peut très bien s'accommoder de mets puissants dont vous parlez là. Hein. Mais c'est encore jeune quand même là. Ça peut. On est vraiment d'accord. C'est un bébé là. Ouais. Pour nous c'est la garde qui va le bonifier. Alors ça correspond à la démarche de cru aussi, hein, mais c'est pas facile quand on s'installe d'avoir des vins de garde. Hein, on s'entend que ça prend du temps, mais c'est ce qu'on a décidé de faire. On a vraiment mis des bouteilles de côté, on les a réservées et on les découvrira, on les distillera. Je ne sais pas comment le dire. Au fil du temps. On va se donner du temps parce qu'on a ce sentiment. Mais donc, vous faites pas purement une cuvée en cru communal? Aussi. Si. Alors, depuis 2020, parce qu'il faut s'inscrire dans la démarche du cru, c'est tout un autre cahier des charges.
toute une autre connaissance. Et très, très, très honnêtement, intellectuellement, il n'était pas question pour nous, dès la première année, de se dire, tiens, on va faire du cru. Déjà, il fallait rencontrer les collègues, comprendre, parce que eux, ça fait 15 ans qu'ils travaillent sur le cahier des charges. Donc, il n'était pas question de leur expliquer comment on faisait. On a écouté ce qu'ils faisaient, goûté ce qu'ils faisaient. Et on a surtout présenté notre projet, parce qu'après, il faut non pas être adoubé, mais il faut être homologué. Il y a l'INAO qui est derrière tout ça. Et on n'est pas en train de vraiment de décréter que cette cuvée sera crue, pas du tout. C'est tout un long, long travail. Et à la vigne, ça suppose bien sûr de l'ébourgeonnage, hein, beaucoup de travail, de finesse, une taille particulière, toute une démarche agronomique, travail très fin. Donc la démarche de cru, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est une démarche qui a été initiée par il y a une vingtaine d'années hein, dans le vignoble nantais et qui vient à vraiment qualifier le principe de climat et de sol associé. Hein. Donc, derrière, se sont créés différents crus. Et donc, nous, on est sur une veine de schiste qui rassemble la ville de Vertou et la Foissière. Donc, on est 13 vignerons à adhérer à cette démarche de cru. Donc, on est en association. On a déposé un dossier auprès de l'INAO qui est en train d'étudier. Donc, officiellement, on n'a pas encore le droit d'écrire cru la Foissière. On attend qu'ils viennent, donc ils peuvent venir à tout moment, contrôler qu'il y a une démarche cohérente et derrière qu'il y a une trame commune. C'est-à-dire que l'idée, en fait, c'est que les dégustateurs à l'aveugle, ils prennent les crus des 13 vignerons et sont capables de dire bah, ça, c'est un cru la Foissière. Hein, c'est ça l'idée. Donc ça, c'est pour nous, néo-vignerons, c'est une démarche qui est passionnante parce que du coup, ça nous tire vraiment par le haut. Dans le cru la Foissière, il y a un mentor qui est complètement incroyable qui s'appelle Jo Landron. Donc là également, c'est exceptionnel parce que ça veut dire c'est des échanges de pratiques avec lui de manière très régulière. Et donc, bah, c'est quand même une chance. Donc voilà, donc on est très flattés et fiers à la fois parce qu'ils ont accepté qu'on rejoigne l'association très rapidement. Donc en fait, notre premier cru est en cuve, il a été vendangé en 2020. Donc il va être élevé, le cahier des charges, c'est un élevage de 18 mois minimum en cuve sur les lits et après, il y a un minimum de 6 mois en bouteille. Hein, donc on a le temps de se revoir pour le cru et on a le temps de vous accueillir au domaine. Super. Merci. Est-ce qu'il y avait des commentaires, des questions sur cette belle cuvée, la Phileas? Est-ce que ça vous donne envie de préparer un petit homard là, que vous avez sous le coude? Non, elle est très bonne et effectivement, on retrouve le côté perlant, je trouve, à la dégustation pour le coup. C'est vrai que ça lui donne cette petite vivacité. Il y a surtout une belle fraîcheur. Je pense qu'il y a moins de sucre résiduel que dans la première cuvée. Non? Il y a moins de 1 gramme, tout à fait. C'est un autre style. C'est aussi important pour nous que ce soit vraiment de style bien. Oui. Non, mais la fraîcheur est remarquable, c'est très, très bien. Et Phileas 2020, c'est dans ma tête là, et ça va être super. Sur la fraîcheur, là, cette tension dont on parle là, on a encore un cran au-dessus. Actuellement, le 2020, il en est où là? Alors, on a mis en bouteille le domaine la semaine dernière. On est très contents. Donc, on a mis en bouteille le domaine, c'est-à-dire qu'on a constitué cette cuvée-là, hein, la suite, le 2020, donc, qui est dans la continuité, et qui s'est vendue dès ce matin. On a reçu les étiquettes ce matin et on a étiqueté vraiment au bout du camion et les gens venaient la chercher. Et Phileas, pour l'instant, est encore en cuve. On le laisse tranquille, mais on a déjà identifié les cuves potentielles, mais on laisse encore et on laisse venir pour l'été, pour une mise en bouteille à l'été. Donc là maintenant, vous allez arrêter vous avez terminé le 2019, la commercialisation? Sur cette cuvée-là, on enchaîne. On a vendu la dernière bouteille ce matin et on enchaîne direct sur le 2020. Super, bon, c'est un bon timing. Oui, alors on dit ça en rigolant, mais c'est encore une fois en 2019, on a gelé. Ah oui, donc il n'y avait pas beaucoup de volume. Ouais. On avait une petite. Donc ça veut dire que les personnes qui partent. Malheur, on a été plutôt chanceux d'avoir gelé l'année d'avant, si on veut raisonner positivement. Voilà, pour commencer tout doucement à la reprise du domaine, quoi. Avec pas trop de volume à commercialiser. Très bien. Et vous cultivez la rareté de la cuvée.
Voilà. Tout à fait la démarche. Malgré vous, mais voilà. De côté, quand même, sur ce voilà. Donc, ça veut dire que les personnes qui participent au projet, je vais peut-être partager l'écran là, ils vont recevoir le millésime 2020. Exactement. Donc, je me mets sur le site de Winefunding pour ceux qui veulent soutenir ce beau projet. Vous pouvez revoir ici la vidéo où ils présentent, où Vincent et Cécile présentent le domaine et leur projet, une petite description. Et ensuite, les différentes formules sont présentées. Et vous allez recevoir, en fait, le concept, c'est que vous pour financer cette plantation, vous apportez une contribution en fonction de vos envies et de vos goûts et de vos moyens, à partir de 190 € jusqu'à 550 €. Et chaque année, vous allez recevoir les vins du domaine, dont ceux qu'on a dégustés là et d'autres cuvées. Et la 4e année, vous recevrez parmi les premières bouteilles qui seront issues de la parcelle en agroforesterie. Vous voyez ? Et donc là, il y a les coffrets de découverte avec un petit peu toutes les cuvées, y compris des pétillants et des rouges, et les coffrets orientés uniquement en muscadet, avec les trois muscadets, dont une cuvée nature, donc qu'on n'a pas dégusté ce soir. Mais voilà, les 2 premiers muscadets qu'on a dégustés ce soir, c'est le domaine Muscadet Sèvres-Ély-sur-Maine et la cuvée Phileas Muscadet. Il y a aussi d'autres formats pour soutenir. Et ça peut être super intéressant avec des groupes d'amis ou avec des collègues de travail ou de télétravail pour justement se réunir en extérieur avec le respect des gestes barrières. On a plusieurs entreprises déjà qui sont intéressées pour faire ces ateliers. Et l'idée, c'est de venir expérimenter la vie du vigneron, apprendre comment… si vous étiez venu il y a encore un mois, vous auriez pu voir la taille. Là, vous allez voir les travaux en verre si vous venez au début de l'été. Si vous venez pendant les vendanges, vous allez pouvoir participer aux vendanges. Et ensuite, il y a l'époque dont on parlait tout à l'heure, des assemblages. Alors, donc, ces ateliers, c'est un moyen à la fois de soutenir le domaine dans ce beau projet et de s'initier en groupe, en petits groupes, hein, parce qu'il y a des contraintes sanitaires, mais de prendre un petit peu l'air aussi, parce qu'on a tous besoin, je pense, de prendre l'air, et d'aller voir concrètement le travail du vigneron, quoi. Et ça, ils le font très bien. Vous avez vu comme ils partagent bien leur expérience et leur métier. C'est une super occasion. Donc, je laisse tout le monde découvrir le site là, sur winefunding.com et d'aller voir ce projet pour le soutenir. Donc, les premières millésimes qu'on recevra à la fin de la campagne d'ici quelques semaines, parce qu'on est déjà à 74%. Bravo pour cette atteinte déjà des 3/4 de l'objectif. On espère que parmi vous, certains soutiendront ou encourageront leurs amis à soutenir le projet pour arriver à 100%. Et dès qu'on aura terminé, on pourra procéder aux expéditions. Et vous recevrez donc les millésimes 2020 sur la cuvée domaine. Et sur la cuvée Phileas, ce sera quel millésime ? 2019. Voilà. Qui est plus prêt à boire. D'ailleurs, là, le 2019, il est super, là, comme ça. Voilà, exactement. Je me permets de rajouter, Maxime, oui. Financement, finalement, à quoi sert le financement. Donc déjà, oui. Pourquoi on s'est lancé dans une campagne de financement participatif, c'est ce que je précisais tout à l'heure, on n'est dans aucune des cases, d'accord, oui. Là. Donc, qui dit hors des cases nous a amené la réflexion de dire on va aller chercher des choses un peu différentes et un partenaire de choc comme Winefunding pour nous aider dans cette démarche. Et donc, derrière, le financement va servir à acheter les cèpes qui sont déjà commandés. Donc là, on avance. Financer donc, toute la préparation des sols qu'on a déjà amorcés. Financer le palissage et les tuteurs, hein, parce que mine de rien, tout ça, finalement, c'est des centimes unitairement, mais multiplié par 10 000 cèpes, ces 10 000 cèpes qu'on plante, ça fait tout de suite des chiffres. Donc ça, c'est le besoin immédiat et qui arrive finalement dans 3 semaines, hein, parce que là, le pépiniériste nous a appelé en disant je suis prêt. Je suis prêt, et puis le climat, et ça va être fait. Derrière, on va monter la vigne et donc on va palisser. Donc derrière, il y a du palissage à faire qui sont tout simplement des poteaux, des fils, et donc là également, c'est des sommes qui s'accumulent. Comme c'est une parcelle qu'on va chouchouter, on a un certain nombre de petits équipements à dos et à bras
sur lesquels on veut investir, parce que tout ça, on fera à la main. Donc, il y a des petits équipements mécaniques qui vont se rajouter là-dessus. Et enfin, au final, cette parcelle est sur le haut du coteau. C'est là où était Vincent tout à l'heure. On veut positionner une petite plateforme, non pas une plateforme d'observation, hein, on n'a pas une vue sur le massif, sur un massif, mais l'idée c'est que quand on reçoit les gens, on puisse les recevoir dans un espace plutôt sympathique et faire ça à la mode québécoise. Xavier, qui est au Québec, connaît bien ça, hein, dans les parcs au Québec. On rencontre un naturaliste et il peut pendant 1 heure nous parler en nous montrant une petite pierre et nous raconter des choses complètement passionnantes. Et donc, l'idée de cette plateforme, c'est de s'installer, de déguster et aussi de parler de ce qui s'est passé sur la parcelle et de remonter tous les faits qu'on a pu constater. Et c'est là que le travail des étudiants du lycée de Boyassé va être très intéressant, parce que c'est des étudiants qui sont en BTS gestion et protection de la nature. Et donc, ils vont nous concevoir aussi tout un discours naturaliste autour de la parcelle. Donc, c'est l'idée d'avoir un espace d'accueil plutôt sympathique au soleil quand il fera beau. Et donc, ça, c'est la petite cerise sur le gâteau. Voilà. Super. Donc, voilà l'objet de tout ça. Derrière, au final aussi, en termes de vinification, hein, comme on vous l'a montré tout à l'heure, il va falloir qu'on investisse dans le chai pour faire les vinifications de rouge. Donc, ça ne vient pas tout de suite. Donc, on verra si on relance. On a besoin à un moment de relancer un financement pour compléter l'investissement au chai, qui viendra un petit peu plus tard. Donc, on est encore en train de réfléchir sur le type de contenant qu'on va installer au chai. Voilà. Il ne serait pas des cuves enterrées, du coup? Non. Vous en avez marre de descendre dans la cuve enterrée avec les sels? C'est Vincent qui a nettoyé les cuves la semaine dernière qui dit ça. Voilà. Ah oui, non, c'est sportif. Et sûrement des cuves béton ou céramique. Justement, alors là, on travaille avec Jo Landron et lui, il est en train un peu de tester le domaine de la céramique et non pas la terre. Hein. Donc, et c'est plus adapté pour les blancs, effectivement. Hein. Et du coup, là, on a vraiment des domaines. Et puis, moi, j'aime beaucoup la cuve béton. Je trouve ça très, très bien pour l'inertie. Voilà. Enfin, là, bref, on a encore un petit peu de temps pour se faire notre religion. Puis là, c'est le moment sympa d'aller faire. Mais on en parle parce que, vous voyez, notre démarche aussi, on essaye vraiment d'être intelligent dans nos choix et de se poser les bonnes questions en amont. Il y a quelqu'un qui demande, là, Anto, je ne sais pas qui c'est, qui demande quand est-ce qu'ils peuvent venir vous voir pour une dégustation et quand? Tous les jours, de 8h à 21h. Non, mais on est là tous les jours. 19h. En temps normal, on accueille les clients le soir de 5h à 7h sans rendez-vous, parce qu'on se positionne, l'un de nous deux se positionne pour recevoir les clients. Et en temps anormal que l'on subit depuis 1 an, on reçoit les clients quand ils veulent. C'est-à-dire qu'ils nous appellent ou ils passent et on fait tout pour se libérer, parce que le contexte, on veut du monde. Voilà. On arrive alors, on arrive. Voilà, on vous attend, où que vous soyez sur la planète. Dépêchez-vous, vous avez quelques jours pour vous déplacer en dehors de votre région ou de kilomètres. Ouais. Voilà, donc on peut. Après, il paraît qu'à un moment donné, on. Ah, il n'est pas loin. Anto nous dit qu'il n'est pas loin. 10 km, voire un petit peu plus, c'est bon, ça passe. Il peut venir en vélo. Voilà. Super. Est-ce que vous m'entendez? Oui, vas-y Laurie. Bonsoir. J'avais une question pour revenir à la question qui avait été posée sur le choix des cépages rouges. Vous n'avez pas du tout prévu de faire un petit bout de parcelle d'expérimentation avec du melon, justement pour voir l'impact que ça pourrait avoir? Alors, on n'a pas pensé au melon. Par contre, on a pensé à un cépage, c'est vrai que c'est du rouge aussi, mais un cépage endémique, vraiment vertavien, un hybride. On en parle beaucoup en ce moment de ces cépages qui sont résistants, en fait, et qui ont été un petit peu ou interdits ou abandonnés. Et il y a un cépage qui s'appelle le boisio, du nom de Monsieur Boisio, qui l'a inventé au début du XXe siècle. Il en existe quelques cèpes au Palais, là, dans un conservatoire du vignoble. Donc, c'est sur cette démarche-là. Effectivement, tout à l'heure, Maxime comptait les planches, il va en rester une. Ouais. C'est une idée, effectivement. Une bonne idée, Laurie, de dire on pourrait comparer aussi. Parce qu'on voudrait aussi faire ce qu'on appelle de la sélection massale, hein, Laurie. On a des vieilles vignes, vraiment vieilles vignes, en melon de Bourgogne, mais aussi en folle blanche, et qu'on aimerait préserver le patrimoine génétique
Et donc, cette planche ultime serait tout à fait désignée pour venir. On n'a pas décidé encore sur cette planche. Donc, toutes les idées sont les bienvenues. Là, c'est une planche, effectivement. Elle reste, elle est là. Le petit secteur est déjà désigné. Donc, nous aurons tout loisir d'explorer. Ok. Merci. Super. Parfait. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. On peut peut-être laisser encore quelques questions ou commentaires, si vous avez. Est-ce que vous avez des choses que vous voulez ajouter, Vincent et Cécile? Nous, on peut venir toute la nuit, si vous voulez. Donc, je ne suis pas sûre que ce soit le but. Non, mais bravo à vous pour toutes les démarches et toutes les initiatives que vous faites. Je trouve que c'est cohérent et puis on sent que c'est une démarche construite, progressive, réfléchie. Donc, ça donne envie, quoi. Ce qui nous intéresse aussi, la démarche là, avec Wine Funding et les contributeurs, je ne sais pas comment vous les qualifiez, Maxime, c'est la communauté. Wine Funders. Les Wine Funders. Alors ça, un Québécois, jamais il dirait ça, mais bon. C'est l'idée de la communauté. Franchement, embarquer sur ce projet, c'est aussi participer à une petite aventure. Tout à l'heure, il y a eu la question, est-ce qu'il y en a d'autres? Il n'y en a pas dans le 44, il y en a un petit peu dans le sud de la France. Il y a Léon Barral qui est en Fougère et qui vraiment a bien poussé le sujet loin. Mais oui, on aime bien l'idée d'avoir du monde avec nous, ne serait-ce que pour déguster, se faire un peu, des fois, poser des questions toutes simples auxquelles on n'avait pas vu, et puis recevoir, parce que nous, c'est aussi dans notre projet d'installation, c'était recevoir du monde, se connecter, partager, échanger. Le vin, c'est un excellent vecteur pour ça, et le projet d'agroforesterie vient le confirmer. Et voilà, on va aussi remercier ceux qui ont déjà contribué et qui nous connaissent déjà et qui continuent de nous soutenir parce qu'ils sont là et ils se reconnaîtront à nous écouter. Raconter certainement toujours les choses qu'ils ont déjà entendues, mais je pense qu'ils aiment bien les réentendre et nous, on adore leur en parler. Donc, on vous remercie. Donc, ceux qui ont déjà contribué, n'hésitez pas à en parler autour de vous pour faire effet boule de neige. Et pour soutenir ces beaux projets. Merci à tous vraiment d'être venus si nombreux. Je vois qu'il y a beaucoup qui dégustaient. J'imagine que vous allez pouvoir profiter des bouteilles toute la soirée. Profitez bien de toute façon. Voilà, moi, j'initie les fitons là-dessus. Donc, Victor, il est timide, il n'a pas voulu venir, mais il apprécie grandement. Ok. Bon. Parfait, merci à tous. Profitez bien de ce qui vous reste dans la bouteille ce soir et même demain. Le filiage, je pense qu'il peut encore attendre même demain si vous n'êtes pas obligé de finir les 2 bouteilles ce soir si vous n'êtes pas assez nombreux. Ça tient, il n'y a pas de problème. Vous n'êtes pas assez nombreux. En tout cas, merci beaucoup Vincent et Cécile pour votre temps, pour cette visite immersive dans le vignoble, dans le chai. On avait l'impression d'y être. Même quand on ne peut pas trop se déplacer, c'est quand même super de pouvoir ça, de voir tout ça. Et merci pour cette dégustation et encore bravo pour ces beaux vins très réussis qui donnent envie de voir ce qui va se passer dans les millésimes à venir, parce que ça, c'était votre premier millésime. Donc, on ne doute pas que vous allez pouvoir continuer. Sur 2020. On est à peu près, on est très content de 2020. On a hâte de goûter ces 2020 alors. Plaisir. Merci à tous, très bonne soirée et merci et bonjour au Québec. Merci. Merci à tous.